Bonjour, est-ce que vous savez de quoi se compose une étoile? Alors non, j'y connais absolument rien du tout en étoiles. Moi non plus, j'y connais rien aux étoiles. Bonjour, est-ce que vous savez ce qu'il se passe lorsque les étoiles s'entrechoquent? Alors non, pas du tout. Mais c'est vrai que j'aimerais bien en savoir plus sur les étoiles. Et c'est vrai que moi non plus, j'y connais pas grand-chose aux étoiles, et pourtant je les regardais beaucoup quand j'étais petit. Et vous, Pierre, est-ce que vous en savez peut-être un peu plus? J'en sais un peu plus et j'ai écrit même des livres sur les étoiles. Vous avez écrit des livres sur les étoiles, Ouais. par exemple. De quoi parlent ces livres? Alors, ces livres sont des livres pour les enfants et je parle dans ces livres des étoiles, des nébuleuses, des galaxies. Donc là, en ce moment, il y a le dico de l'astronomie, par exemple, pour les plus jeunes, donc dans lequel je parcours un petit peu toute l'astronomie d'aujourd'hui. Alors si vous écrivez ces livres, c'est que vous semblez être compétent. Vous êtes astrophysicien, c'est bien ça? Alors, je suis astrophysicien, on peut dire aussi astronome. Alors, un astronome ou astrophysicien, c'est un chercheur. Je suis un chercheur qui travaille sur la composition des étoiles pour essayer de mieux comprendre à la fois la composition chimique, l'avenir, le passé, comment sont formées les étoiles, ce qu'elles vont devenir. Donc l'astrophysique s'occupe en fait des astres qui sont dans le ciel. Pas que les étoiles, il y a aussi les planètes, les galaxies, les nébuleuses, tout ce qu'il y a dans le ciel. Et donc vous pratiquez ce métier depuis combien de temps, Pierre? Alors moi je suis au CNRS, donc je travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur dans un laboratoire qui s'appelle Lagrange, qui est un laboratoire de recherche. Je suis basé à l'Université de Nice, mais je pratique ce métier depuis 30 ans à peu près. Je suis rentré au CNRS il y a 30 ans, mais je m'intéresse à l'astronomie depuis que j'ai 11 ans. Depuis quand j'ai eu 11 ans, j'ai participé à un club d'astronomie et donc je suis rentré comme ça dans un club. Et le responsable du club, c'était un astronome de l'Observatoire de Nice. Donc du coup, il m'a passionné, il m'a convaincu que je pouvais en faire mon métier. Et c'est ce que vous avez fait? Et c'est ce que j'ai eu la chance de faire. Et donc, vous faites ça depuis très longtemps. Vous allez pouvoir répondre à pas mal de mes questions aujourd'hui. Essayez, oui. Première question, on va rentrer d'abord par le début. Qu'est-ce qu'une étoile, Pierre? Alors, une étoile, c'est une grande boule de gaz qui va transformer ce gaz en un autre gaz. Donc, au départ, c'est de l'hydrogène qui va transformer cet hydrogène pour former de la matière, d'autres types de matière, et qui va fabriquer de la lumière. Donc les étoiles, ce sont les lampadaires de l'univers, c'est eux qui éclairent l'univers depuis à peu près 13 milliards d'années. Donc une étoile n'a rien de vraiment solide en fait? Non, une étoile n'est pas solide, c'est vraiment du gaz, mais plus on descend à l'intérieur de cette étoile, de cette boule, de cette sphère, plus le gaz va être comprimé. Et il va être tellement comprimé au cœur qu'il va atteindre une température de plusieurs dizaines de millions de degrés pour fabriquer de la lumière en fusionnant des noyaux. Donc c'est une grande usine à fusion nucléaire. Alors notre étoile à nous, c'est le Soleil. On sait qu'un jour, il va s'éteindre. C'est quoi justement le cycle de vie d'une étoile de sa naissance à sa mort? Ah oui, le Soleil, il a à peu près 4,5 milliards d'années d'âge. Il va durer à peu près 10 milliards d'années sous cette forme. Et ensuite, il va se transformer. Donc une étoile se transforme tout au long de sa vie. Et plus une étoile est grosse, plus elle va vivre moins longtemps. Moins elle va vivre longtemps en fait. Et moins une étoile est massive, plus elle va vivre longtemps. Notre Soleil est une étoile qui va vivre assez longtemps, plusieurs dizaines de milliards d'années. Et une étoile très massive peut durer quelques centaines de millions d'années seulement. D'accord. Donc ça dépend vraiment de la masse du Soleil, de l'étoile au départ. Donc une étoile, ça naît dans une nébuleuse. Ça vit en fabriquant de la matière. Et puis ça termine sa vie en explosant ou bien en éjectant de la matière. Notre Soleil ne va pas exploser, il va juste éjecter de la matière pour devenir ensuite une naine blanche. Mais des étoiles peuvent terminer leur vie de façon plus dramatique en explosant en supernova et en devenant des trous noirs, par exemple. Des trous noirs, la transition est toute faite. Est-ce qu'un trou noir, justement, c'est encore une étoile? Alors, un trou noir, ça n'est plus une étoile au sens propre, puisqu'une étoile transforme de la matière. Disons que c'est le résidu de l'explosion d'une étoile. Un trou noir, c'est une étoile qui a implosé sur elle-même, le cœur d'une étoile qui a implosé. Donc à peu près la masse d'une étoile qui fait, vous prenez le Soleil par exemple, et vous le comprimez dans 1 km, vous avez l'équivalent d'un trou noir. C'est donc une grande masse dans un tout petit volume. Donc c'est la fin de vie d'une étoile. Et c'est tellement comprimé que même la lumière n'en sort pas, n'arrive pas à en sortir. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle noir. En fait, il faudrait dire transparent, en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le voir.
Ce qu'on peut voir, c'est la matière autour qui est déformée par cette masse. Mais s'il y a des planètes autour, elles continueront à tourner autour du trou noir, il n'y a pas de souci. Donc on ne peut pas voir de trou noir, on peut juste voir son ombre. On peut voir la matière autour du trou noir. C'est ce qu'on a réussi à faire il n'y a pas si longtemps que voilà, ça, justement, photographier l'ombre d'un trou noir. On a photographié la matière, on a surtout photographié des étoiles qui tournaient autour du trou noir qui est au centre de notre galaxie. Et on a photographié des trous noirs en dehors de notre galaxie, dans une autre galaxie. Mais on a vu le gaz qui tourne autour, en fait. Et où le centre du trou noir, on ne le verra jamais, puisqu'il est noir. Alors les trous noirs donc, absorbent de la lumière. La particularité d'une étoile, c'est quand même de créer de la lumière. Pourquoi les étoiles brillent-elles? Les étoiles brillent parce qu'elles fabriquent de la matière. Donc quand elles fabriquent de la matière, la majorité de l'énergie est faite pour transformer cette matière, mais une toute petite partie est utilisée pour fabriquer de la lumière. La lumière, c'est aussi une forme d'énergie, c'est une forme d'énergie. Et donc, dans la transformation de matière, par exemple de l'hydrogène en hélium, la masse des noyaux d'hélium fabriqués est un peu plus petite que la masse des noyaux d'hydrogène utilisés. Et la différence, c'est de la lumière, par la formule E égale mc2 d'Einstein. Alors cette lumière, elle peut être de différentes couleurs. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus, justement? Alors, la lumière des étoiles, effectivement, les étoiles sont de différentes couleurs. Cette couleur dépend de leur température à la surface. Notre Soleil fait à peu près 6000 degrés, il a une couleur à peu près jaune-vert. Les étoiles chaudes sont des étoiles bleutées, donc plusieurs dizaines de milliers de degrés, et les étoiles rouges sont plutôt des étoiles froides. Ce qu'on appelle froides, c'est disons 3000-4000 degrés à la surface. Donc c'est le contraire des robinets. Donc en fait, il faut bien se rendre compte que quand on touche un robinet, on dit que l'eau chaude est rouge parce que c'est attention danger, alors qu'une étoile, le chaud, c'est le bleu. La couleur chaude, le bleu est une couleur plus chaude que le rouge. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une flamme. Quand on regarde une flamme, même si dans l'espace, il n'y a pas d'air, mais si on regarde par exemple comment une flamme, quelles sont dans une flamme les parties les plus chaudes, c'est en bas de la flamme et c'est là où c'est bleuté. Et les parties les plus froides de la flamme, c'est en haut, là où c'est rouge, un peu orangé. Donc c'est le même principe en fait. Donc, ou alors quand on chauffe par exemple, si on chauffe un barreau de métal, il va commencer d'abord à être rouge. Et puis petit à petit, il va passer vers le blanc et puis ensuite, il devrait aller vers le bleu. Mais quand il sera vers le bleu, il aura fondu complètement. Alors l'univers, il est immense, il est rempli de vide, vous me le disiez tout à l'heure, mais il arrive quand même que parfois les étoiles viennent à s'entrechoquer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Pierre? Alors, effectivement, l'univers est essentiellement fait de vide, donc, et nous, on observe ce qui n'est pas vide, il est presque vide, on observe le presque dans l'univers. Mais les étoiles naissent souvent à plusieurs, en amas. Donc, quand les étoiles naissent à plusieurs, et souvent à deux, les étoiles vont tourner très vite autour l'une de l'autre, et à un moment donné, elles vont fusionner. C'est ce qu'on voit juste ici. Et quand elles fusionnent, elles peuvent fabriquer une supernova. D'accord. Une supernova, c'est une brusque explosion qui peut durer quelques secondes. Cette explosion va faire que les deux étoiles sont aussi brillantes que toute la galaxie qui les héberge. Et de cette fusion va naître un trou noir, souvent. Ça dépendra de la masse, mais c'est en général né un trou noir. Alors toute autre chose, le décor s'y prête bien. Parfois on dort à la belle étoile dans des tentes comme derrière vous. Et souvent au mois d'août, l'été, on observe des étoiles filantes. Alors pourquoi on appelle ça une étoile finalement? Alors, en fait, c'est un abus de langage. En fait, c'est plutôt historique. Les anciens ont vu des étoiles qui semblaient bouger rapidement dans le ciel. Ils ont appelé ça étoile filante. On sait maintenant, depuis déjà une centaine d'années, que ce sont des cailloux, ce sont des météorites, en fait, qui tombent, qui brûlent dans l'atmosphère. Certains tombent au sol et on peut les récupérer, ça s'appelle des météorites. Mais quand elles traversent le ciel, on les appelle étoiles filantes. En fait, ce ne sont que des manifestations de cailloux qui brûlent dans l'atmosphère. Mais on est bombardé tous les jours par des milliers de tonnes de ces petits cailloux qui se promènent dans le système solaire. Tous les jours, la Terre se fait bombarder de Tous les jours, la Terre se fait bombarder de plusieurs milliers de tonnes de ces petits cailloux. Les plus gros peuvent tomber et former des cratères, mais c'est très rare. Mais généralement, les cailloux brûlent dans l'atmosphère, donc on ne peut pas les récupérer. Mais on a des systèmes qu'on a mis en place, en particulier en Europe, de détection de ces étoiles filantes, pour essayer de récupérer au sol les petits cailloux, parce que ça nous donne une information sur l'histoire du système solaire. En fait, ce sont des cailloux qui sont nés avec le système solaire, avec les planètes, et qui sont restés au frigo dans le système solaire. Donc quand ils tombent, on aimerait bien les récupérer pour analyser leur composition, pour voir comment était fait le système solaire à l'origine, il y a 4,5 milliards d'années à peu près.
Quand on regarde le ciel, on regarde aussi les constellations. Qu'est-ce qu'une constellation, justement? Alors une constellation, c'est un regroupement d'étoiles, mais c'est complètement arbitraire. C'est un dessin d'étoiles que l'on fabrique dans le ciel. En général, on projette dans le ciel ses propres fantasmes ou ses propres mythologies. Donc nous, on a gardé la mythologie grecque. On retrouve dans le ciel Hercule, Persée, Andromède, Céphée. On retrouve on retrouve aussi la baleine. On retrouve à la fois la mythologie, mais à la fois des animaux. Et les Grecs ont projeté dans le ciel ces animaux. Donc c'est vraiment mythologie. Et d'ailleurs, les différentes civilisations ont choisi d'autres dessins, leur propre regroupement d'étoiles. Un autre continent n'a pas les mêmes constellations. Exactement. En Chine, on a d'autres. En Égypte, il y a eu d'autres constellations. Chez les Inuits, il y a des constellations différentes. Sur les îles d'Hawaï aussi. Donc chaque civilisation a ses propres constellations et son propre ciel. On utilise les mêmes étoiles On utilise les mêmes étoiles, mais on les regroupe différemment. Alors l'étoile la plus connue, c'est sûrement l'étoile polaire. Pourquoi est-elle si connue, justement? Alors en fait, il y a deux étoiles qui sont connues. Il y a l'étoile polaire et l'étoile du Berger. L'étoile du Berger, ce n'est pas une étoile. C'est Vénus, c'est la planète Vénus qu'on voit le soir ou le matin. Et l'étoile polaire, effectivement, est également connue, mais elle est une étoile et elle a la particularité de ne pas bouger dans le ciel. Et pourquoi elle ne bouge pas? Parce qu'elle est sur l'axe de rotation de la Terre. La Terre, elle tourne sur elle-même. Et donc l'axe de rotation pointe vers l'étoile polaire quand on est vers le nord. Vers le sud, il n'y a pas d'étoile polaire parce que, manque de chance, il n'y a pas d'étoile sur l'axe. Mais vers le nord, on a cette possibilité. Et du coup, elle nous sert de repère parce qu'elle nous permet de savoir où est le nord. Petite digression, est-ce qu'il n'y a qu'une seule étoile qui nous permet de connaître une direction, comme là le nord, ou est-ce qu'on a d'autres étoiles qui sont dans l'axe de rotation de la Terre? Il n'y a qu'une étoile qui est sur l'axe de rotation, là, parce que la projection de l'axe sur la sphère céleste, ça fait un seul point, et l'étoile polaire, elle est pratiquement sur l'axe. Et c'est celle qui nous sert de repère. Pour repérer l'étoile polaire, on utilise une constellation particulière qui est la Grande Ourse, qui tourne autour de l'étoile polaire, ou la Grande Casserole, qui nous donne la direction de l'étoile polaire. Elle nous indique où rechercher l'étoile polaire. Quand on voit la Grande Ourse, on trouve l'étoile polaire. Quand on a l'étoile polaire, on sait où est le nord. Et donc ça nous donne une direction, ça permet à l'époque surtout de naviguer. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Alors oui, la nuit, on utilisait beaucoup les étoiles, essentiellement les étoiles pour naviguer. On se servait d'étoiles polaires pour savoir à quelle latitude on était sur la Terre. Et pour connaître la longitude, il fallait à la fois avoir l'heure pour pouvoir connaître la longitude du lieu où on était. Donc comme chez les anciens, dans l'Antiquité, il n'y avait pas d'horloge, c'était un peu difficile de naviguer. C'est pour ça qu'ils naviguaient en général en restant près des côtes. Par contre, plus tard, après le Moyen-Âge, on commençait à avoir des horloges assez précises. Et puis après, oui, vers la Renaissance, on a eu des horloges. Et là, on a pu commencer à se lancer sur les océans et naviguer, par exemple, aller jusqu'aux Amériques. Donc là, il a fallu, pour naviguer, avoir des horloges embarquées. Ça a été une grosse question technique. Comment embarquer des horloges et qu'elles restent suffisamment précises pour pouvoir avoir la longitude. Alors, je veux bien comprendre qu'on puisse aider des étoiles la nuit. Comment faisait-il le jour? Le jour, on utilise une étoile particulière. C'est l'étoile la plus proche de nous, c'est le Soleil, qui est la seule étoile que l'on peut voir dans le ciel le jour, puisque l'atmosphère terrestre est trop brillante pour qu'on voit les étoiles derrière, qui sont toujours là mais qu'on ne voit pas. Donc en utilisant le Soleil, on utilise des sextants qui nous permettent d'avoir la position du Soleil dans le ciel, à la fois en hauteur et à la fois par rapport au sud. Et avec les sextants, on pouvait avoir en mesurant la hauteur du Soleil, en connaissant l'heure, on pouvait savoir où on était. C'est ce qui est montré juste ici? Alors ça, c'est un sextant, oui. Avec une petite lumière, une lunette, et puis des miroirs qui nous permettent de pointer le Soleil. Alors aujourd'hui, on en sait beaucoup, en tout cas, sur les étoiles et sur les constellations, enfin sur tout ce qu'on vient d'évoquer. Comment les anciennes civilisations, elles, percevaient-elles les étoiles? Qu'est-ce qu'elles ont découvert de majeur à leur sujet? Alors, pour les anciennes civilisations, les étoiles n'étaient que des points lumineux, ne savaient pas trop, ils imaginaient que le ciel était une grande toile percée de trous, et les étoiles, c'était le feu qu'on voyait derrière ces trous de la grande toile céleste. La connaissance des étoiles, on commence à en avoir une idée depuis le XXe siècle. Il a fallu à la fin du XIXe, on a utilisé des nouveaux instruments qui ont permis de décomposer la lumière des étoiles.
pour se rendre compte qu'elles étaient faites de gaz et d'avoir une idée de composition des gaz. Et puis ensuite, il a fallu une théorie derrière pour expliquer ça. Et la théorie, c'est la physique quantique et ça date des années 1920-1930. Là, on a commencé à partir de là d'avoir des théories sur les étoiles. Vous venez de me l'évoquer, justement, c'était quoi les premiers instruments un petit peu pour étudier les étoiles? Alors, il a fallu déjà utiliser la lunette astronomique et plus tard le télescope. Et il a fallu ensuite, on a utilisé l'appareil photo, donc pour prendre des mesures de luminosité des étoiles. Et après, il a fallu le spectroscope pour pouvoir décomposer la lumière des étoiles. Certes. Allez-y. Donc là, vous avez la lunette astronomique de l'Observatoire de Nice, par exemple, qui est une des plus grandes lunettes qui était en son temps à la fin du 19e siècle, qui est maintenant la 5e lunette la plus grande du monde en diamètre. Mais maintenant, nos télescopes les plus gros sont beaucoup plus gros en diamètre que ces lunettes-là. D'accord. Et sont plus stables. Et vous me faisiez part de la construction d'un immense, justement... Alors oui, maintenant, le projet sur lequel on travaille actuellement, c'est un télescope qui fait 40 mètres de diamètre, qui est abrité dans un bâtiment qui est dans une coupole qui est beaucoup plus grande que le bâtiment où on est, par exemple, et qui est installé au Chili, et qui sera opérationnel vers 2030 à peu près. Et ça sera le plus gros télescope jamais construit dans le monde. Et c'est les Européens qui le construisent. Bon, justement, on est allé voir un petit peu votre cadre de travail. On est parti faire un petit reportage sur l'Observatoire de Nice. L'Observatoire de Nice est un lieu où la science et l'histoire se rencontrent. Fondé en 1878, cet observatoire a été conçu par le célèbre architecte Charles Garnier ainsi que le célèbre ingénieur Gustave Eiffel. La pièce maîtresse de l'observatoire est sa grande coupole, l'une des plus impressionnantes de son époque. Sa principale fonction est de protéger le télescope des intempéries, mais également de pivoter sur 360 degrés afin de suivre et d'observer les astres. L'observatoire abrite également une lunette astronomique, permettant une observation directe à travers son oculaire. Grâce à elle, les astronomes pouvaient observer des détails incroyablement précis, comme une pièce d'1 € jusqu'à l'aéroport de Nice. Aujourd'hui, bien que l'observatoire ne soit plus équipé des instruments de pointe utilisés dans certains sites modernes, il reste un lieu de recherche et de découverte. Un musée sur place expose les anciens instruments, permettant aux visiteurs de plonger dans l'histoire de l'astronomie. Une véritable immersion dans le passé pour mieux apprécier les découvertes actuelles. Bon, et pour regarder une étoile, on peut utiliser ce qu'il y a juste derrière moi, un télescope. Alors là, c'est un petit format, mais comment les télescopes modernes fonctionnent-ils et quels sont leurs avantages pour regarder dans le ciel? Alors il y a une chose qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les télescopes modernes, on ne peut plus regarder à l'œil nu. Tout se passe avec des caméras, tout est automatique. Alors pourquoi on ne peut plus regarder à l'œil nu? Parce que l'œil n'est pas un instrument qui enregistre la lumière. Donc nous, on a besoin vraiment, quand on fait de la science, de pouvoir faire des enregistrements, pour pouvoir faire des analyses. Et avec l'œil, on ne peut pas. Et l'œil dépend de chaque observateur. Donc on a, depuis, disons, le début du XXe siècle, utilisé des instruments pour enregistrer la lumière, donc avec l'appareil photo. Et puis, à partir des années 1960, on a commencé à utiliser des caméras. Des appareils photo et puis des appareils photo numériques. Et maintenant, on a des caméras numériques qui sont énormes, qui sont plusieurs millions de pixels, mais beaucoup plus que les petites appareils photo qu'on a. Et en plus, ce que l'on fait, c'est qu'on observe à la fois avec des grandes caméras, mais aussi dans des couleurs que l'œil ne voit pas. Donc, on utilise aussi des instruments qu'on envoie dans l'espace, comme des satellites, qui vont observer ce qu'on appelle des longueurs d'onde ou des couleurs, comme l'infrarouge qu'on ne voit pas depuis le sol. Donc on essaye de diversifier à la fois d'augmenter la taille des télescopes pour voir plus de détails, mais aussi, comme ici le télescope James Webb. Le plus illustre des télescopes, le plus connu? C'est le plus récent, disons. Plus récent. James Webb, c'est le plus récent, qui fait des observations en infrarouge. Il ne fait que 6,50 m de diamètre, c'est le plus gros qu'on ait jamais envoyé dans l'espace. Ça paraît peu pour l'instant. Mais nous, au sol, on en est déjà des télescopes de 10 mètres, donc... il y a toujours un décalage entre les télescopes au sol, qui sont beaucoup plus grands, que ce qu'on peut envoyer dans l'espace. Parce qu'envoyer des télescopes dans l'espace, c'est extrêmement cher. Donc on est obligé de faire des systèmes de télescopes qui se déploient pour que ça rentre dans des coiffes des fusées.
Et alors que le télescope, celui-là, c'est l'Extremely Large Telescope, l'extrême de 40 mètres dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez en bas la taille du camion et la taille des voitures. Ouais. C'est le plus gros projet qui est en train de se faire. On en est à construire la structure, donc la coupole est pratiquement terminée. Et on est en train de monter le tube maintenant. Tous les mois, on voit l'évolution du projet. Alors, c'est situé dans le désert de l'Atacama au Chili. On voit derrière les Andes, la cordillère des Andes et le désert de l'Atacama. C'est un des meilleurs ciels du monde en qualité de ciel. Ça nous sert à quoi aujourd'hui d'observer les étoiles? À quoi elles nous servent? Alors, observer les étoiles, c'est nous donner une information sur d'où on vient, l'évolution de notre univers et à la fois plus spécifiquement de notre Soleil et de notre planète, de notre système solaire, et de voir comment cela va évoluer. Donc c'est vraiment de la connaissance, ça n'a pas une application directe dans la vie de tous les jours, même si je prends l'exemple de l'appareil photo, du GPS, tout ça, ça a utilisé des technologies qui ont été développées pour l'astronomie. Mais c'est surtout de la connaissance fondamentale pour savoir, pour mieux comprendre ce qui nous entoure et l'univers qui nous entoure. Donc ça c'est une question, comment l'univers s'est formé, comment l'univers va évoluer, comment la Terre s'est formée, comment le Soleil s'est formé, comment les planètes se sont formées, est-ce que les planètes ont toujours été là ou pas? Est-ce qu'elles ont bougé de place dans le système solaire? Comment sont les autres systèmes solaires autour d'autres étoiles? Et est-ce que la vie est apparue ailleurs? C'est une des questions, par exemple, clés actuellement que l'on se pose. Est-ce que la vie est seulement apparue sur la Terre? Pour l'instant, on n'a pas de réponse, mais on cherche. Vous m'avez confié tout à l'heure que justement des grandes découvertes, comme pourrait l'être de découvrir la vie ailleurs, étaient de plus en plus rares aujourd'hui. Quelles ont été peut-être les plus grandes découvertes de ces dernières décennies concernant les étoiles? Alors les plus grandes découvertes, ça a été que, en fait, ce qu'on pensait connaître, en fait, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas grand-chose. Et je dis ça parce qu'il y a deux grandes découvertes qui ont été faites. C'est la matière noire et l'énergie sombre. La matière noire, c'est de la matière que l'on suspecte quand on regarde la rotation des galaxies, des étoiles dans les galaxies. Et on se rend compte que la masse des galaxies n'explique pas la rotation des étoiles, donc ça veut dire qu'il y a de la masse qu'on ne connaît pas qui est ailleurs. Donc on cherche cette masse-là, de quoi elle est faite. Invisible pour invisible, on appelle noir. Encore une fois, tout ce qui est invisible, on appelle noir. Et l'énergie sombre, que certains appellent aussi l'énergie noire, on s'est rendu compte que l'univers, en mesurant son expansion, parce qu'il est actuellement en expansion, il est en expansion accélérée. On pensait qu'il était en expansion continue, mais en fait, il est accéléré. Et donc, cette accélération serait due à de la masse dont on n'a pas tenu compte. Donc, du coup, ou de l'énergie, en fait, dont on n'a pas tenu compte, qui augmente la vitesse d'expansion de l'univers. Donc, ce sont deux grandes questions actuellement qui avec la recherche de la vie, sont trois grandes questions qui... Ce sont les plus gros mystères aujourd'hui que la science... On peut dire que ce sont les plus gros mystères. La vie, comment la vie est apparue, est-ce qu'elle est apparue ailleurs? L'énergie, la matière noire, où elle est autour des galaxies, de quoi elle est faite, on ne sait pas. Et l'énergie sombre, c'est-à-dire cette énergie qui semble faire accélérer l'univers. Donc c'est une grande question de la cosmologie, et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Vous me parliez du plus grand télescope tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres grands projets prévus pour étudier les étoiles hormis ce projet? Alors, il y a d'autres grands télescopes qui sont en projet ailleurs qu'en Europe, aux États-Unis. Il y a toujours une course entre les Américains et les Européens pour avoir les plus gros télescopes. Et après, il y a également une course pour les télescopes spatiaux. Maintenant qu'on a des télescopes de 6,50 m dans l'espace, la prochaine génération, ça sera des télescopes de 10 mètres. Donc on est en train de réfléchir aux prochaines générations de télescopes dans l'espace aussi. Le but étant d'essayer de voir mieux, plus loin, plus détaillé, des objets plus faibles, pour mieux comprendre l'univers qui nous entoure. Alors vous, la flamme un petit peu de l'astronomie, on vous l'a donnée quand vous étiez jeune. Aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, quels conseils vous pourriez donner à des futurs passionnés peut-être pour commencer à observer les étoiles justement? Alors le conseil que je donne à la fois aux jeunes et aux moins jeunes qui peuvent se mettre à l'astronomie, parce qu'on peut se mettre à l'astronomie à tout âge, c'est de se mettre en relation avec un club d'astronomie. Il en existe beaucoup en France? Il en existe pratiquement dans chaque ville. D'accord. Et sur la Côte d'Azur, on a le plus grand nombre de clubs d'astronomie en France après la région parisienne.
parce qu'il fait beau, et il y a beaucoup de gens qui ont du temps, et aussi de l'argent, parce que les télescopes, ça coûte un peu cher. Mais c'est vraiment dans les clubs d'astronomie qu'on va trouver les meilleurs conseils par rapport au matériel à acheter, qu'on va avoir, on va pouvoir faire des observations avec des instruments qu'on n'a pas. On va être en relation avec d'autres personnes passionnées. On va peut-être rencontrer aussi des astronomes professionnels comme moi. Parce que nous, on fait souvent des conférences ou des interventions dans les clubs d'astronomie. On organise également des réunions, des rencontres entre astronomes amateurs, comme tous les étés à Valberg, par exemple. Au mois d'août, on organise le festival Astro Valberg, où on accueille à peu près 5000 personnes, 5000 visiteurs pendant 3 jours. Et il y a une centaine d'amateurs qui viennent pour animer et pour se rencontrer les uns avec les autres. Bon, merci beaucoup, Pierre, d'avoir répondu à toutes mes questions. Moi, il ne me reste plus qu'à aller embarquer mon petit télescope et aller regarder le ciel ce soir. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir pris un petit peu de votre temps pour vulgariser un petit peu ce monde qu'on voit tous les jours, mais qui nous est un petit peu lointain. Merci beaucoup, Pierre. Plaisir.